La planète fend le vide de l'espace. Son orbite est instable, comme une boule de billard qui glisse sur la table à la recherche d'une cible pour entrer en collision. Seulement, cette boule a la taille de Mars, et elle fuse à 15 000 km/h. Boum! Elle s'écrase sur une autre planète. Cet objet de la taille de Mars s'appelait Theia, et ce sur quoi il s'est écrasé était la Terre. L'impact a libéré 100 millions de fois plus d'énergie que l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. La collision planétaire a projeté des tonnes de débris solides dans l'espace. Mais un seul des deux corps célestes a survécu. Theia a été détruite, puis entièrement avalée par cette Terre primitive. Mais ces débris ne sont pas allés voler sans fin dans le vide cosmique. Non, quelque chose de crucial s'est produit. Tous ces morceaux solides se sont rassemblés en un nuage. La gravité les a comprimés ensemble, les pressant de plus en plus. Et au final, notre Lune est née. C'est ce qu'affirme la théorie. Au moment de l'impact, le système solaire venait de se former. Et ce rendez-vous aux proportions épiques n'aurait probablement pas eu lieu si une planète nommée Jupiter, alors nouvellement formée, n'avait pas projeté Theia hors de son orbite et directement sur la Terre. Notre jeune planète a résisté à l'impact. Le temps a passé, la Terre a évolué. Sa surface est devenue méconnaissable au cours des 4,5 milliards d'années suivantes. Il est difficile pour l'esprit humain de se représenter une durée aussi phénoménale. Nous allons donc tout condenser en une journée. Si minuit est le moment où la Terre s'est formée à partir du gaz et de la poussière qui sont restés après la création du Soleil, les 4 premières heures ne présentent qu'une planète sans vie. Chaude, couverte de lave, constamment bombardée par des astéroïdes et, comme tu le sais maintenant, par une autre planète. Mais la vie trouve toujours un chemin. Les premières cellules apparaissent. Il est 4 heures du matin sur notre horloge. À 14h08, on peut voir la forme du premier organisme unicellulaire. Ce n'est qu'à 20h28 que les plantes marines apparaissent. 20 minutes plus tard, qu'est-ce que c'est que ça? Des méduses. Après elles, la planète s'épanouit avec divers poissons, reptiles, insectes. Les forêts poussent à 22h30. Entre 22h56 et 23h40, les dinosaures parcourent la Terre. Ces lézards géants auront régné sur notre planète pendant moins d'1 heure. 1 minute avant l'extinction des dinosaures qui se produit à 23h39, les premiers mammifères commencent à marcher sur la planète. À 23h58 et 43 secondes, les humains apparaissent. À l'échelle cosmique des choses, nous n'avons régné sur cette planète que pendant 1 minute et 17 secondes. Voici donc la principale question qui déconcerte les scientifiques. Pourquoi la vie sur Terre ne s'est-elle jamais arrêtée d'exister? Elle avait pourtant toutes les raisons de le faire. Pourquoi notre planète n'est-elle pas devenue comme Vénus ou Mars? Toutes deux avaient autrefois une atmosphère et des océans. Aujourd'hui, ce sont des déserts sans vie. Oublie les concepts scientifiques complexes et les théories sur la structure de l'univers. Notre petit caillou et tous ses habitants ont tout simplement une chance incroyable. Le professeur Toby Tyrrell de l'université de Southampton a eu recours à des programmes informatiques et des simulations climatiques pour résoudre l'énigme de savoir pourquoi les collisions d'astéroïdes et les périodes glaciaires n'ont pas transformé notre petit caillou en un no man's land sans vie. L'équipe de recherche n'a pas sélectionné 10, 100 ou 1000 planètes virtuelles semblables à la Terre. Elle en a utilisé 100 000 pour cette expérience. Et chacune de ces 100 000 planètes a subi une centaine de simulations. Ils ont exposé ces planètes virtuelles à différents phénomènes. Elles ont été bombardées par des astéroïdes, gelées, soumises à des éruptions épiques de supervolcans qui ont noirci le ciel et bloqué les rayons du soleil. Seulement 9%, soit 8700 d'entre elles, ont survécu une fois sur 100 simulations. Dans ce groupe, 4500 planètes sont restées habitées 10 fois. Sur une seule planète parmi 100 000, la vie ne s'est pas arrêtée après chacune de ces 100 simulations. Si la vie est une loterie, la Terre a eu beaucoup de chance. En 2009, le télescope Kepler, unique en son genre, a été lancé dans l'espace. Sa tâche ? Rechercher une parcelle du ciel nocturne, soit 150 000 étoiles à la recherche de planètes rocheuses semblables à la Terre. En 9 ans de service, il a fini par sonder plus de 500 000 étoiles. Pendant tout ce temps, et avec toutes ces observations sur près d'une décennie, Kepler a découvert 2600 planètes potentiellement semblables à la Terre.
Ce qui est étrange, c'est que la plupart d'entre elles sont d'un type que l'on ne trouve pas dans notre propre système solaire. Elles ont une taille comprise entre celle de la Terre et celle de Neptune. Mais revenons à la vraie Terre. Si tu t'éloignes des villes et que tu regardes le ciel nocturne, tu verras un océan d'étoiles. Si la nuit est claire avec un œil non exercé, tu pourrais compter un maximum de 2500 points lumineux. Pourtant, il y a au moins 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Certaines estimations portent même ce nombre à 400 milliards. Alors, d'où vient cet énorme écart ? Eh bien, compter les étoiles n'est pas exactement un travail facile. Les scientifiques ne numérotent évidemment pas chacune d'entre elles individuellement. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Tu sais combien de temps il faut pour compter jusqu'à 1 milliard ? Plus de 30 ans. Maintenant, multiplie ce chiffre par 400. Bref, au lieu de cela, ils observent de petites parcelles de l'espace et utilisent des formules scientifiques complexes pour en extrapoler le nombre total d'étoiles. Tu peux toi-même réaliser une expérience similaire. Imagine un seau rempli de 5 kg de pierre, de sable, de terre et d'autres éléments. Ta mission ? Estimer le nombre de pierres présentes dans ce mélange. Tu ne vas compter que les pierres que tu peux voir du dessus. Faire une estimation approximative de leur volume et de leur poids, du pourcentage du total que tu peux voir et, avec quelques calculs, tu peux obtenir un chiffre. Sera-t-il exact ? Non. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas savoir si les pierres dans le seau sont réparties uniformément. Ou si elles ont toutes à peu près la même taille. Et si celles du fond, s'il y en a, sont plus grandes ou plus petites que ton échantillon de surface. Elles pourraient avoir des poids et des volumes complètement différents. Ce seau est notre galaxie, la Voie lactée, et les pierres que tu comptes sont les étoiles. Ce que l'on cherche à démontrer ici, c'est que les scientifiques ne peuvent pas savoir avec certitude combien d'étoiles il y a vraiment. Peut-être 100 milliards ou peut-être 4 fois plus. Parmi celles-ci, 4 milliards sont semblables à notre Soleil. Dans notre propre galaxie, l'estimation la plus souvent admise pour les planètes qui pourraient potentiellement accueillir la vie est de 300 millions. Mais comme le veut la tradition de l'inexactitude scientifique, ce nombre pourrait atteindre 5 milliards ou plus. Dans tous les cas, cela nous fait un bien large parc immobilier. Et on ne parle que de la Voie lactée, mais écoute ça. Elle n'est qu'une des 200 milliards de galaxies de l'univers observable. Les recherches les plus récentes estiment que ce nombre est 10 fois plus élevé, quelque chose comme des billions de galaxies dans l'univers. Et nous avons examiné moins de 10% d'entre elles. Quant au nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers, les scientifiques l'estiment à 1 quadrillion, c'est-à-dire 1 suivi de 24 zéros. Encore une fois, il ne s'agit que d'estimation, car nous ne pouvons pas en être sûrs. Jusqu'à présent, une chose est claire. Notre Terre est le seul endroit de l'univers que nous connaissions où il y a de la vie. Et pourtant, cette planète a fait tout ce qu'elle pouvait pour changer la donne. Au cours des 540 millions d'années passées, plus de 20 extinctions massives ont eu lieu. La dernière a eu lieu il y a 66 millions d'années. Oui, c'est celle qui a vu disparaître les dinosaures et 75% de toute vie sur Terre, soit dit en passant. Un objet de 11 km de diamètre s'est écrasé sur notre planète. Il allait 120 fois plus vite que la voiture la plus rapide d'aujourd'hui. Sur plus de 1,5 million de kilomètres autour du point d'impact, tout a pris feu. Un énorme tsunami a soulevé les océans du monde entier. Des milliards de tonnes de poussière et de soufre se sont élevées dans le ciel et ont bloqué les rayons chauds du soleil. Un refroidissement global s'est produit sur Terre. Il y a un peu plus de 200 millions d'années, une extinction massive moins connue a éliminé la moitié de toute vie sur la planète. Il est fort probable que les volcans ou un impact d'astéroïdes en aient été responsables. D'autres théories affirment que le mouvement des plaques tectoniques a déclenché une autre période glaciaire. À cette époque, d'énormes crocodiles régnaient sur la Terre. Ils ont disparu et de nouveaux animaux sont entrés dans les arènes de la préhistoire, les dinosaures. Mais le pire que cette planète ait jamais connu est l'extinction Permien-Trias, il y a environ 250 millions d'années. 80% de la vie marine, 70% des animaux terrestres et des plantes, tout a disparu. Les volcans ont craché une quantité colossale de lave là où se trouve l'actuelle Sibérie. Et cela a affecté la planète entière. Il y a environ 445 millions d'années, la forme de vie dominante sur notre planète était les invertébrés marins. Il n'y avait qu'un seul continent, Gondwana. Et les plantes commençaient tout juste à fleurir sur Terre. Mais quelque chose s'est produit qui a éliminé 75 à 85% de tous les organismes vivants.
Cela a pu être une période glaciaire, une hausse des températures ou un phénomène encore plus effrayant. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une énorme étoile qui a explosé à 6000 années-lumière de la Terre. Elle aurait projeté un jet de rayons gamma qui aurait déchiré l'espace. Et la pauvre petite Terre se trouvait sur sa trajectoire. La couche d'ozone a été brûlée instantanément. Oui, nous en avons clairement besoin pour nous protéger. Peu importe à quel point la planète ou même l'univers essaie d'anéantir la vie sur Terre, qui est d'ailleurs née en défiant toute probabilité, la vie trouve toujours un chemin. Si tu pouvais regarder la Terre depuis la Station spatiale internationale la nuit, tu pourrais voir la lumière des villes depuis l'espace. Voilà à quel point notre impact en tant qu'espèce est important. Il existe d'énormes villes multiculturelles autour du monde. Nous avons construit des bâtiments tellement hauts que leurs sommets disparaissent presque à vue d'œil. Des villes qui sortent de la Terre pour que des milliers et des milliers de personnes puissent y vivre. Mais oh, qu'est-ce que c'est? Quel beau singe! Qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Tu veux une banane? Oui, elle a l'air délicieuse. Fais attention, ne tombe pas de cet arbre. Oups, la nature peut être si brutale parfois. Je parie qu'il ne s'est pas réveillé en se disant qu'aujourd'hui, il serait le petit déjeuner d'un lion. Quoi? Pas d'humains? Mais où sont-ils tous passés? On dirait que lorsque ce singe est tombé de l'arbre, il a créé une chaîne d'événements qui a fait qu'aucun humain n'a jamais existé sur Terre. Je sais ce que c'est. Nous devons être dans un univers parallèle. Eh bien, allons quelques milliers d'années en avant. À quoi ressemblerait donc la Terre? Les humains ont modifié environ 50% ou plus de la surface de la planète. Dans cette réalité, il n'y aura donc pas du tout de ville ou de paysage façonnés par nous. Il n'y aura rien qui aura été touché par l'homme. La Terre semble maintenant être un paradis pour les animaux. Ils sont partout. Ces animaux qui se trouvaient auparavant seulement en Afrique sont maintenant présents sur tous les continents. Il y a des lions qui errent librement en Amérique. Oh, et regarde, en Europe, il y a des rhinocéros, des éléphants, des loups, waouh, un élan! Et il y a même des ours ici. Comme il n'y a aucun humain en train d'occuper la plus grande partie de cet espace terrestre, les mammifères sont désormais libres d'être partout. Eh bien, tu as compris, des mammifères différents de nous. Il y a aussi une grande diversité d'animaux. La Terre est devenue ce qui semble être une expansion de l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui, en termes d'espèces animales. Tu peux aussi voir de grands mammifères, des paresseux géants, des dents de sabre et même des mastodontes qui parcourent aujourd'hui la Terre comme dans l'Antiquité. La raison pour laquelle notre Terre n'est pas comme ça est que les humains occupent une grande partie de l'espace disponible avec leur structure. Par exemple, la raison pour laquelle il y a tellement de diversité animale en Afrique, dans notre univers, n'est pas que le continent est juste adapté pour que les animaux se développent et y habitent. C'est surtout parce que nous n'avons pas été trop actifs dans une grande partie de ce continent. Nos ancêtres ont eu beaucoup à voir avec l'extinction des grands mammifères. La période glaciaire n'a pas été la seule coupable. Sur notre Terre, les humains sont la forme de vie intelligente. Et sur cette planète, comme tu le sais peut-être, la sélection naturelle est ce qui guide l'évolution. Ceci combiné avec certaines mutations aléatoires que nous pouvons observer chez certaines espèces. Cela suggère que même sans les humains, il y a de fortes chances pour que de la vie intelligente se développe. Ainsi, les primates sont maintenant la forme de vie dominante, ou peut-être que les suricates ont évolué en une espèce dominante. Le climat sur cette Terre est également plus frais que le nôtre. C'est parce qu'il n'y a pas de gaz à effet de serre. Selon la NASA, la tendance actuelle du réchauffement de la Terre est probablement le résultat de l'activité humaine depuis les années 1950. Cela signifie que l'augmentation des niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est la raison pour laquelle notre planète se réchauffe. Les gaz à effet de serre sont appelés ainsi parce que, tout comme une serre, ils emprisonnent la chaleur. Ils laissent passer la lumière du soleil dans l'atmosphère, mais la chaleur qu'elle apporte ne quitte pas notre atmosphère à cause d'eux. C'est une bonne chose, car sinon la vie sur Terre n'aurait aucune chance de survivre. Mais comme elle est maintenant trop abondante, la planète se réchauffe plus qu'elle ne le devrait. Retournons sur notre Terre parallèle. Dans l'eau, la grande barrière de corail en Australie est encore totalement intacte, et c'est toujours le plus grand système de récifs coralliens qui existe, ainsi que le plus grand organisme vivant de la planète, tout comme le nôtre. Cette nouvelle Terre est aussi pleine d'arbres, et ils sont luxuriants, c'est vert partout.
Toutes sortes d'arbres existent et abritent les différents animaux de la planète. Et comme il n'y a pas de déforestation, le poumon de la planète, c'est-à-dire la forêt tropicale amazonienne, peut prospérer et semble plus vivante et dynamique que jamais. Mais disons, et si les humains arrivaient sur cette terre en ce moment précis, peut-être cette année ou l'année précédente, disons? Ils ne seraient certainement pas l'espèce dominante dans l'immédiat et auraient probablement du mal à s'imposer au tout début. Le processus d'évolution et d'apprentissage serait lent jusqu'à ce qu'ils se retrouvent au sommet. Ils devraient s'adapter à leur nouveau foyer. Ce serait comme de voyager dans notre réalité d'il y a environ 130 000 ans, dans un endroit où les humains modernes, ou Homo sapiens, seraient en train d'apparaître. Les humains n'étaient pas nouveaux à l'époque. La seule nouveauté, c'est qu'ils avaient évolué pour devenir des Homo sapiens. Ce n'est pas comme si nous avions été déposés par un vaisseau spatial sur la Terre ou quelque chose comme ça. Mais dans cette réalité alternative, c'est exactement ce qui s'est passé. Un groupe d'humains a été lâché du ciel sur la Terre. Maintenant, ils doivent tout apprendre à partir de zéro. Ils doivent comprendre comment survivre et s'épanouir dans leur nouvel environnement. Ils doivent chasser pour trouver leur propre nourriture et ils doivent prendre ce qu'ils peuvent obtenir de la planète. Tout comme nous l'avons fait il y a 130 000 ans. Ces nouveaux humains sont des nomades. Ils ne peuvent pas s'installer à un endroit précis car ils ont besoin d'explorer et de comprendre leur environnement, tout comme les animaux qui les entourent. Au fur et à mesure que leurs populations deviennent plus nombreuses, ils se divisent en petits groupes pour trouver de nouveaux endroits plus adaptés pour construire leur maison ou des endroits où la survie peut s'avérer plus facile. Depuis qu'ils sont arrivés sur cette nouvelle terre, ils ont fait quelques explorations et se sentent plus à l'aise dans leur nouveau cadre. Leurs outils sont mieux adaptés et des structures qui ressemblent à des maisons, comme des huttes, commencent enfin à apparaître. Il y a 50 000 ans, nous avons développé notre langue. Ces humains développent aussi la leur car ils ont besoin de mieux communiquer entre eux. Avec le langage, ils deviennent de plus en plus organisés et sont capables d'élaborer de meilleurs plans pour leur avenir. Tous les chiens viennent des loups et il existe deux théories sur la façon dont il est possible que les bêtes sauvages soient devenues les meilleurs amis de l'homme. Une théorie dit que les premiers humains ont fini par capturer des petits loups d'une manière quelconque et les ont gardés comme animaux de compagnie. Avec le temps, ils ont progressivement réussi à domestiquer les loups. Une autre théorie affirme que les loups se sont domestiqués tout seuls. Ça s'appelle la survie du plus amical. Comme les loups et les humains étaient tous deux des chasseurs, les loups ont probablement compris qu'ils auraient des avantages s'ils restaient auprès des humains au lieu de leur faire directement concurrence. Certains loups avaient peur des humains et étaient agressifs envers eux. D'autres étaient peut-être plus amicaux, ce qui leur a probablement permis d'avoir accès aux réserves de nourriture des chasseurs. Avec le temps, le comportement humain moderne commence à se manifester. Des maisons permanentes commencent à apparaître dans des endroits qui sont bien adaptés à leur survie et leur confort. Peut-être à côté d'une rivière ou dans des endroits où le sol est fertile. De cette façon, ils peuvent aussi devenir fermiers et développer l'agriculture. Au fur et à mesure qu'ils s'installent, des communautés commencent à se former. Comme ce sont des êtres très sociaux, il est naturel qu'ils soient attirés les uns par les autres. Bientôt, les humains sont partout sur la planète, répartis sur les continents avec leurs propres communautés et familles, sans oublier leurs animaux domestiques. Le paysage de la planète se modifie comme dans notre propre réalité, pour répondre aux besoins des humains. Les cultures se sont développées, les rivalités commencent. Chaque groupe a tendance à s'entrechoquer avec les autres. Des milliers et des milliers d'années passent encore, et cette société humaine commence à ressembler beaucoup à celle que nous avons aujourd'hui. Pourtant, les choses auraient pu se passer différemment. Il y aurait peut-être eu une espèce intelligente sur place avec laquelle ils auraient dû rivaliser et qui aurait un peu modifié leur évolution. Peut-être qu'une société avec différentes formes de vie intelligentes aurait pu voir le jour et coexister pacifiquement. Lorsque tu entres dans un café, un suricate pourrait être ton serveur. Les propriétaires pourraient être un couple de frères et sœurs gorilles. Ou alors tu irais chez un coiffeur, c'est un primate qui porte une veste de coiffeur qui te couperait les cheveux. Sinon, il est probable que les choses finiront par ressembler à notre réalité. L'homme ne serait peut-être pas l'espèce la plus nombreuse sur Terre, mais il serait certainement toujours celle qui a le plus d'impact sur notre planète. C'est une nuit claire et tu es dehors en train d'observer les étoiles. La Voie lactée, à elle seule, te semble immensément grande. En consultant ton téléphone, tu apprends que la galaxie dans laquelle tu te trouves en ce moment précis fait 100 000 années-lumière de large.
Pour te donner une échelle, une année-lumière représente déjà une très grande distance. Ainsi, il faut 4,2 années-lumière pour se rendre de la Terre à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre planète à l'exception du Soleil. Ainsi, 100 000 années-lumière, c'est bien plus que ce que nous, simples mortels, pouvons concevoir. Et il ne s'agit là que d'une seule galaxie. Il en existe beaucoup d'autres. Au vu de pareilles données, il semble peu probable que nous soyons la seule forme de vie dans l'univers, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais rien découvert d'autre jusqu'à présent? Autant être clair. La vie extraterrestre ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de petits bonhommes verts. Il peut aussi s'agir de micro-organismes, des bactéries et des plantes que l'on pourrait trouver sur d'autres planètes. En réalité, il existe un large éventail de possibilités pour que la vie existe ailleurs que sur Terre. Et si l'on considère qu'il y a jusqu'à 50 milliards de planètes dans la Voie lactée, il semble très peu probable que nous soyons seuls dans ce vaste univers. À quoi ressemblerait la vie sur d'autres corps célestes? C'est ce que nous avons passé des années à essayer de découvrir, et je t'invite à prendre part à cette réflexion. Une planète peut aujourd'hui paraître stérile, mais elle peut présenter des traces de matière organique ou de fossiles, indiquant qu'une forme de vie a pu y prospérer autrefois. Il se peut aussi que certaines planètes abritent des formes de vie dotées d'une biochimie complexe, ce qui signifie qu'elles peuvent avoir une faune comparable à celle que nous avons sur Terre, mais probablement très différente. La NASA a contribué au développement d'une science spécifique, consacrée à l'étude des formes de vie en dehors de la Terre. Il s'agit de l'astrobiologie. Dès sa création en 1958, l'agence spatiale n'a pas tardé à se lancer dans la recherche de vie extraterrestre et elle l'a rapidement incorporée à son action. Il s'agissait d'abord de comprendre comment la vie s'était formée sur Terre, et ensuite comment elle aurait pu apparaître sur d'autres planètes. La première fois que la NASA a tenté de rechercher des formes de vie dans l'espace, c'était en 1976. L'atterrisseur Viking s'était lancé dans l'espace en direction de Mars. On s'attendait à ce que l'humanité en rapporte les premières preuves de vie extraterrestre. Mais hélas, l'atterrisseur est revenu bredouille, avec des images d'une planète aride et désolée, et les savants de l'époque ont été extrêmement déçus. Les conclusions scientifiques sur la possibilité de détecter de la vie là-bas ont laissé tout le monde perplexe. Mais pour trouver, il faut d'abord savoir ce que l'on cherche, n'est-ce pas? L'échec de la mission Viking a permis d'alimenter les débats entre les chercheurs de la NASA sur la définition même de la vie. Il a également permis d'attirer leur attention sur un petit détail très important. Les engins spatiaux quittant la Terre emmènent généralement avec eux des micro-organismes et des bactéries terrestres, de façon fortuite, qui s'attachent naturellement aux véhicules. Il s'est avéré que ces bactéries pouvaient contaminer les échantillons des scientifiques, d'où la nécessité d'en tenir compte. Tout cela a fait passer les expéditions martiennes au second plan dans les projets à court terme de la NASA. Une nouvelle question prioritaire est apparue. Quels étaient les types et les stades de développement de la vie que les programmes spatiaux pouvaient espérer identifier? Les scientifiques avaient déjà peut-être rencontré la vie sur d'autres planètes, mais ils n'avaient pas été en mesure de l'identifier comme telle. C'est pourquoi la NASA a commencé à se pencher sur notre propre planète. Tout a été étudié, des formes de vie anciennes qui vivaient il y a des milliards d'années aux créatures vivantes qui arpentent aujourd'hui la Terre. On a compris que la recherche devait être effectuée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Examinons le développement de la vie sur Terre depuis sa création. Et imaginons que ce développement puisse être représenté comme une échelle ou un escalier, et que chaque étape de ce développement ne soit qu'une volée de marche d'un escalier plus grand. Tout d'abord viendrait la chimie de base, une soupe d'éléments chimiques en vrac, comme ceux que nous voyons dans le tableau périodique. Mais ces éléments doivent s'assembler en structures plus complexes pour pouvoir se reproduire, changer et évoluer. C'est ce qui se produit lors de la seconde étape, au cours de laquelle nous commençons à observer la formation d'organismes microscopiques. Au cours de la troisième étape, ces cellules se combinent pour devenir des organismes multicellulaires, ce qui permet une plus grande complexité et une plus grande variété. À l'étape supérieure, les espèces peuvent développer de plus gros cerveaux, ce qui permet à terme l'utilisation d'outils, le partage des connaissances et la culture. C'est là que se situe l'humanité. En regardant cette échelle, on peut se demander ce qu'il faudrait pour qu'un organisme multicellulaire évolue vers un être humain pleinement formé. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Il s'agit d'un énorme saut évolutif nécessitant beaucoup d'efforts, ainsi que des conditions environnementales parfaites pour se produire.
Étant donné que nous n'avons jamais entendu parler d'autres civilisations extraterrestres, il se pourrait que nous soyons les seuls à avoir été capables d'accomplir ce saut. Après tout, quelle est la probabilité de trouver une vie semblable à la nôtre en dehors de la Terre ? Cela dépend du nombre de planètes qui se trouvent dans la zone boucle d'or de leur étoile. Autrement dit, la zone autour d'une étoile où l'eau peut se trouver à l'état liquide. Comme les étoiles existent dans toutes les tailles et toutes les configurations, cette zone est différente pour chaque système stellaire. Mais ce n'est pas le seul critère que nous connaissions pour déterminer la présence possible de la vie. Nous recherchons généralement 3 éléments pour la détecter: de l'eau liquide, du méthane et de l'oxygène. L'eau permet aux composants chimiques de se mélanger et de se connecter, formant ainsi des êtres multicellulaires. Le méthane est produit par le processus de décomposition des bactéries et l'oxygène est le sous-produit de la respiration des plantes. Ce sont là quelques-uns des signes révélateurs que le télescope James Webb a été programmé pour rechercher. Ce télescope a plusieurs objectifs ambitieux, qui pourraient bien révolutionner les sciences spatiales. Ses principales priorités sont de détecter des formes de vie potentielles, en étudiant les petites galaxies en orbite autour de la Voie lactée. Il recherchera également les étoiles les plus anciennes de l'univers, afin de recueillir des données sur l'origine de l'univers lui-même. Ce n'est pas une mince affaire. La NASA a mis 2 variables sur ce nouveau télescope. Un examen approfondi des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Et la recherche d'extrémophiles, un type de vie qui survit aux environnements les plus extrêmes. Les extrémophiles ont été découverts pour la première fois sur la planète Terre dans les années 1960, au fond de la mer qui borde les îles Galapagos. Les chercheurs ont trouvé des micro-organismes vivant à proximité des cheminées hydrothermales qui jalonnent les fonds marins de cette partie du monde. Il faut beaucoup de résistance pour prospérer dans des endroits comme ceux-ci, où les températures sont extrêmes et dépassent parfois les 370 degrés. Tu imagines une telle chaleur ? Cette découverte a marqué un tournant dans le domaine de l'astrobiologie, car les scientifiques ont compris que la vie pouvait se développer dans des conditions extrêmement difficiles, similaires à l'atmosphère présente sur plusieurs exoplanètes. Mais la vie pourrait bien apparaître dans notre propre voisinage si nous sommes assez chanceux. Guidée par le mantra de « chercher l'eau », la NASA lance 2 missions importantes à l'intérieur de notre système solaire, qui pourraient largement contribuer à la recherche de vie extraterrestre. Tu te souviens de Jupiter, n'est-ce pas ? C'est la géante gazeuse qui possède la Lune nommée Europe. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert qu'Europe possédait un océan caché sous plusieurs kilomètres de croûte de glace. Et ce n'est pas tout. D'après les recherches, l'eau d'Europe serait salée, tout comme celle de notre planète. Europe est une candidate de taille pour y découvrir la vie. Mais la mission Europa Clipper n'a pas pour but d'essayer de l'identifier. Elle se mettra plutôt en orbite autour de cette lune et recueillera autant d'informations que possible sur ses conditions atmosphériques. L'autre mission à destination d'un satellite est Dragonfly, un octocoptère conçu pour explorer Titan, la lune de Saturne. Son lancement est programmé pour 2027 et la sonde n'arrivera dans l'orbite de Titan que vers 2034. Elle prélèvera des échantillons et examinera une série de sites prometteurs autour de la lune glacée de Saturne. Et qui sait, peut-être trouvera-t-elle de nouvelles informations sur la vie d'E.T. On verra bien, mais je dirais que nous n'avons jamais été aussi proches d'une grande découverte que nous le sommes maintenant. Sais-tu quel est le 3e objet le plus brillant dans le firmament ? Si tu as répondu la Station Spatiale Internationale, tu as tout juste. Et le plus cool, c'est que l'on peut s'inscrire à un programme spécial qui permet de recevoir un SMS chaque fois que la Station Spatiale Internationale passe au-dessus de notre tête. Et si cela se produit la nuit, on peut même la voir à l'œil nu. Mais il faut faire vite car la station est très rapide. Elle se déplace à une vitesse de plus de 8000 mètres secondes et fait le tour de notre planète toutes les 90 minutes. Si nous bougions à cette vitesse, on pourrait faire l'aller-retour sur la Lune en une journée. Cependant, l'ISS n'est pas l'objet le plus rapide construit par l'homme. Ce titre revient à la Parker Solar Probe, qui voyage autour de Vénus et du Soleil à une vitesse de plus de 692 000 mètres par heure. Les astronautes de l'ISS ont la chance de voir un lever et un coucher de soleil 16 fois par 24 heures. La Station Spatiale Internationale détient tous les autres records. C'est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace. Elle mesure 110 mètres de long d'un bout à l'autre, ce qui correspond à peu près à la longueur d'un terrain de football. Elle pèse également environ 450 tonnes. 8 vaisseaux spatiaux peuvent s'amarrer à l'ISS en même temps.
L'espace de travail et de vie de la station est plus grand qu'une maison de 6 chambres. Les astronautes disposent de 6 couchettes, d'une salle de sport, de 2 salles de bain et d'une magnifique baie vitrée offrant une vue à 360 degrés. Imaginons maintenant à quoi ressemblerait notre vie si nous étions astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. Pour commencer, tu pourrais y faire des choses super cool, comme lancer des boomerangs. Un jour, un astronaute a lancé un boomerang à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale et celui-ci lui est revenu. Donc souviens-toi que même tant qu'il y a de l'air, même la pesanteur ne t'empêchera pas de t'amuser un peu. À bord de l'ISS, on n'est jamais gêné par les mauvaises odeurs. Une personne spécialement formée renifle tout ce que les astronautes emportent dans l'espace. C'est pour les protéger des odeurs désagréables. En effet, on ne peut pas vraiment aérer les lieux si on n'aime pas l'odeur qui règne à l'intérieur. C'est pourquoi la NASA est très attentive au type de senteur qu'elle laisse passer. Il faut également se débarrasser de ces vêtements après chaque utilisation. On les jette, on ne les lave pas. Le transport d'une simple charge de 1 kg jusqu'à la Station Spatiale Internationale coûte plus de 10 000 $. C'est pourquoi il est moins coûteux de jeter ces vêtements lorsqu'ils sont sales que de gaspiller de l'eau pour les laver. Lorsqu'on dort, il faut que l'air circule exceptionnellement bien autour de soi. Sinon, le dioxyde de carbone que l'on respire forme une bulle autour de notre tête et l'on manque d'oxygène. Mais comment faire à bord de l'ISS ? Le sujet fait encore l'objet de nombreuses recherches dans l'espace. Car les astronautes de la station ne se contentent pas de réfléchir à la possibilité de futurs voyages dans l'espace, ils mènent aussi toutes sortes d'études sur les effets de la microgravité sur le corps humain. Oh, et à propos de microgravité, on pense souvent que dans l'espace, la gravité est nulle. D'où la pesanteur que ressentent les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes qui existent dans l'univers. C'est grâce à elle que la Lune peut orbiter autour de la Terre et que le Soleil ne flotte pas loin de notre galaxie, la Voie lactée. Toutefois, les astronautes de l'ISS ne ressentent pas une complète apesanteur, mais une microgravité, ce qui signifie très faible gravité. La gravité terrestre à bord de la station spatiale n'est que 10 à 12% plus faible que celle à la surface de la planète. En revanche, les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau spatial, les personnes à l'intérieur et tous les objets à bord ne cessent de tomber vers l'avant. Pas vers le bas, mais autour de notre planète, en suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes peuvent déplacer du bout des doigts des objets pesant jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Même si la microgravité est souvent appelée apesanteur, il s'agit en fait de deux choses très différentes. Quoi qu'il en soit, pour rejoindre l'ISS, tu devrais porter une combinaison spatiale orange vif. Cette couleur, appelée International Orange, a la même teinte que la peinture qui recouvre la tour de Tokyo au Japon ou le Golden Gate Bridge à San Francisco. Mais une fois dans la vaste étendue de l'espace, tu troquerais l'orange pour le blanc-neige. En effet, la combinaison orange est équipée d'éléments qui peuvent aider les astronautes à survivre en cas de problème lors du lancement ou de l'atterrissage du vaisseau spatial. Par exemple, une combinaison citrouille classique est équipée de fusées éclairantes, de médicaments, de matériel de survie, d'une radio et d'un parachute. Quant au gros scaphandre blanc, il s'agit de combinaisons EVA, pour Extravehicular Activities, activités extravéhiculaires. Leur fonction est totalement différente de celle des combinaisons orange. Les astronautes enfilent une combinaison EVA lorsqu'ils effectuent une sortie dans l'espace. Cette tenue peut les protéger des conditions hostiles de l'espace, avec ses températures extrêmes et son quasi vide. En outre, la combinaison blanche peut empêcher les petits débris de blesser les voyageurs de l'espace. Au fait, sache que si tu voulais te gratter le nez en portant ta combinaison EVA, tu devrais utiliser un morceau de velcro placé à l'intérieur du casque. L'absence de gravité fait qu'éternuer à l'intérieur d'une combinaison spatiale est un grave problème. Si on doit absolument éternuer lors d'une sortie dans l'espace, il faut pencher la tête vers le bas et éternuer dans la poitrine. Sinon, il faudrait que la visière soit équipée de minuscules essuie-glaces. Dans l'espace, on voit souvent des flashs lumineux aléatoires, et ce ne sont pas des hallucinations. Les rayons cosmiques qui frappent le nerf optique produisent ce type d'effet. Sur Terre, on ne voit pas ce genre d'éclair, parce que la magnétosphère ne laisse pas les rayons cosmiques nous atteindre. Avant d'aller dans l'espace, il faut s'entraîner sous l'eau. C'est censé simuler l'apesanteur. Mais en fait, la sensation n'a rien à voir avec l'espace. L'objectif principal de cet entraînement est donc de voir comment les futurs astronautes peuvent faire face à des environnements extrêmes.
Ensuite, pendant la période d'adaptation à l'espace, il se peut que tu te sentes, disons, bizarre. Environ 50 à 75% des astronautes présentent des symptômes très désagréables, tels que des vertiges, des maux de tête, des nausées et une fatigue générale. Heureusement, tout rentre dans l'ordre dans les 72 heures. Avant d'être choisi pour s'envoler vers l'espace, il faut affronter une compétition incroyablement difficile. La NASA n'accepte que 8 candidats sur 6000. En outre, le processus de sélection dure approximativement 18 mois. Une autre info, si tu avais le mal du pays lors d'une mission et que tu te mettais à pleurer, tes larmes ne couleraient pas le long de ton visage. Au lieu de cela, elles s'accumuleraient en d'épaisses gouttes de liquide autour de tes yeux, parce que la tension superficielle de l'eau les retiendrait ensemble. Oh, et n'oublie pas de t'attacher à quelque chose avant de t'endormir. Sinon, tu pourrais facilement flotter loin de l'endroit où tu t'es couché et te cogner contre une surface dure. C'est pourquoi les astronautes se reposent généralement dans des sacs de couchage, dans une petite cabine d'équipage. Autre problème à résoudre, prendre une douche dans les conditions de microgravité. La tâche n'est vraiment pas aisée. Les astronautes prennent une douche dans un cylindre fermé qui empêche l'eau de flotter. Ils utilisent un shampoing sans rinçage, s'aspergent d'eau pour rincer le savon et enfin utilisent un tuyau d'aspiration qui attire à l'intérieur toute l'eau restée sur leur corps. Il faudrait aussi s'habituer à un changement radical de régime alimentaire. Il y aurait 3 repas par jour, rien d'exceptionnel à cela. Mais au lieu de s'asseoir pour savourer ton repas, on flotterait. Ton repas se composerait d'aliments déshydratés et en conserve. Et il te faudrait beaucoup de temps pour le terminer, car tu devrais toujours faire très attention à ne pas laisser ta nourriture s'échapper en cours de route. Maintenant, imaginons que tu aies besoin d'une coupe de cheveux. Après tout, tu vas passer pas moins de 6 mois à bord de l'ISS. Pour changer de look, il faudrait utiliser des tondeaux spéciales équipées d'un aspirateur.